Question 1. À votre arrivée à Nice-Côte d'Azur, le responsable communication de l'aéroport vous indique que cette plateforme dispose de deux pistes, désignées 22L et 22R. Vous comprenez que la piste 22L est A. La piste utilisée pour les avions lents. La 22R, celle utilisée pour les avions rapides. B. Réservée aux avions légers et la 22R est renforcée pour des avions plus lourds. C. Est à la droite de la piste 22R. D est à gauche de la piste 22R. En fait, le L signifie left et le R signifie right. Donc left en anglais ça veut dire gauche et right ça veut dire droit. Donc ça veut dire que la 22L est à gauche de la 22R. Donc il s'agit ici de la réponse D. Question 2. Une piste dont l'orientation magnétique est 0,43 sera numérotée A43, B45, C04 ou D05. Alors, comment fait-on? Eh bien, il suffit de prendre l'orientation magnétique 0,43 degrés. Ensuite, on prend les deux premiers chiffres. Donc, deux possibilités. Soit la piste est numérotée 0,4, ou la piste est numérotée 0,5. Alors comment savoir? Eh bien, il suffit de regarder le troisième chiffre. Ici, si vous avez 0, 1, 2, 3, 4, vous allez arrondir à l'inférieur, donc 0,4. Si par contre vous avez 5, 6, 7, 8 ou 9, on va arrondir au supérieur et donc on prendra 0,5. Là, en l'occurrence, il s'agit de la piste 0,4, puisque nous avons le chiffre 3 derrière, le 4, donc on arrondit à l'inférieur. Question 3. Le contrôleur aérien en charge de la visite dans la tour vous présente la carte VAC de l'aéroport, document numéro 1. Cette carte correspond aux procédures de décollage et d'atterrissage A à vue, B aux instruments, C pour les avions et les planeurs, D uniquement pour les hélicoptères. VAC signifie Visual Approach Check. Donc, comme l'indique Visual, c'est une approche, un décollage, atterrissage à vue. Il s'agit ici donc de la réponse A. Question 4. Souhaitant vous questionner sur vos connaissances, le contrôleur aérien vous demande à quoi correspond l'indication VAR 2 degré E, figurant dans le coin en haut à droite de la carte VAC. Vous répondez alors A. La déviation magnétique, B. La déclinaison magnétique, C. La diffraction magnétique ou D. La réfraction magnétique. Il s'agit là de la déclinaison magnétique. Vous le savez car le globe terrestre a deux pôles nord, un pôle nord géographique et un pôle nord magnétique. Et donc la différence entre ces deux nords, en fait, s'appelle la déclinaison magnétique. Il s'agit d'un angle. Il peut être soit est, soit ouest. On le reverra dans une question ultérieurement. Question 5. Sur la carte VAC, vous pouvez identifier les coordonnées en latitude et longitude de l'aéroport. La latitude, qui est donnée ici, elle est nord. Elle est relevée par rapport à quoi? Elle est relevée par rapport à A, le méridien de Greenwich, B, l'équateur, C, le pôle Nord ou D, le tropique du Cancer. Alors, pour faire un rappel, la latitude se caractérise par un angle par rapport ici à l'équateur. Donc, on va parler d'une latitude soit nord, soit sud. En ce qui concerne la longitude, on va prendre par rapport au méridien de Greenwich. Donc ce sera soit est, soit ouest. Donc la réponse ici, c'est la réponse B. Lorsqu'il s'agit d'une latitude par rapport soit au nord, soit au sud, c'est référencé par rapport à la ligne imaginaire qui est l'équateur. Question 6. Le code OACI de l'aéroport Nice-Côte d'Azur est indiqué sur la carte VAC. Il s'agit de LFMN.
L'OACI est un organisme chargé d'établir le cadre réglementaire de la sécurité de l'aviation civile. A. Uniquement au niveau de la France. B. Sous la responsabilité du ministère des Transports. C. Au niveau mondial. Ou D. En Europe uniquement. OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Ici, on est donc au niveau mondial, au niveau international. Il s'agit de la réponse C. Question 7. Après la visite de la tour de contrôle, on vous équipe d'un gilet jaune pour vous permettre de vous rendre sur les parkings. Vous assistez au chargement des bagages dans un A319. Le pilote vient à votre rencontre. Il vient de terminer sa visite pré-vol. A. Normal, nous sommes le lundi et cette visite doit s'effectuer tous les lundis. B. Comme pour tout aéronef, petit ou grand, cette visite est obligatoire avant chaque vol. C. Pour les avions de ligne, cette visite peut également être réalisée par les stewards. D. Cette visite n'est pas systématique, mais le pilote a voulu vous faire plaisir en réalisant cela devant votre classe. Bien entendu, la réponse à cette question est la réponse B. Une visite pré-vol est nécessaire avant chaque vol, quel que soit l'aéronef. Question 8. Le pilote vous explique ensuite que son vol est à destination de l'aéroport de Lesquin, soit une distance mesurée de 83 cm sur une carte aéronautique au 1 millionième. La distance réelle entre Nice et Lesquin est donc de A 83 km, B 83 nautiques, C 830 km ou D 830 nautiques. Alors lorsque l'on travaille sur une carte aéronautique, au 1 millionième, cela signifie que 1 cm sur la carte va correspondre à 1 million de centimètres, à savoir 10 km dans la réalité. Cela signifie que si nous avons mesuré 83 cm, ça veut dire que nous avons 83 fois plus 2 km, soit 10 fois 83, à savoir 830 km. Ici, il n'y a pas de conversion en nautique à effectuer puisqu'on est sur la carte et ici, 1 millionième correspond vraiment au passage de la carte à la réalité, centimètres en kilomètres. Donc la réponse, c'est la réponse C. Question 9. Votre vol VFR vous amène à traverser la TMA de classe D. A. C'est une zone non contrôlée. B. C'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance. C. C'est une zone contrôlée qui ne nécessite jamais de clairance. D. C'est une zone interdite au vol VFR. Alors déjà, il faut savoir qu'une clairance, en fait, c'est une demande. C'est-à-dire qu'on va appeler une personne qui va nous autoriser donc, à pénétrer dans soit une TMA, soit une CTR, etc. Donc je pense que le mieux c'est de revoir le petit tableau. Donc, classe D. La classe D, elle se trouve ici. Alors regardons un petit peu. Le statut de l'espace, c'est un espace contrôlé. On a donc une information sur le trafic, un statut du vol qui est contrôlé. Et ici, donc, on a la nécessité de clairance. Effectivement, on a besoin d'une clairance et l'obligation radio en plus de cela. Donc, la réponse à cette question, c'est la réponse B. C'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance. Nous, là où on se trouve, on est dans une classe G. C'est-à-dire que c'est une zone non contrôlée. Il n'y a pas de nécessité de clairance et pas d'obligation radio. Question 10. La route géographique ou route vraie sur la première branche est de 330 degrés. La déclinaison magnétique est de 2 degrés est, donc votre route magnétique est de soit A 330 degrés, B 328 degrés, C 332 degrés ou D 32 degrés. Donc pour cela, on utilise la formule route magnétique égale route vraie moins déclinaison magnétique. Il faut juste faire très attention dans ce calcul puisque tout ce qui est déclinaison magnétique ouest va être considéré comme négative, tandis que déclinaison est sera considérée comme positive.
Donc là, du point de vue du calcul, notre route magnétique va être égale donc, à la route vraie, donc la route vraie 330 degrés, moins ma déclinaison qui est de 2 degrés S, donc je la considère comme positive. Et donc, bien évidemment, on peut le faire de tête ou avec la calculatrice, mais sachez que le jour J, vous n'aurez pas le droit à cette calculatrice, donc autant essayer ensemble. Donc ici, vous avez le moins et le plus, donc globalement, c'est comme si vous aviez 330 moins 2, ce qui correspond à 328 degrés. Donc ici, il s'agit de la réponse B. Si nous avions eu une déclinaison ouest, je le fais d'une autre couleur, on aurait eu donc 330 moins 2, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, déclinaison ouest négative. Donc là, moins, plus. Donc on aurait eu 330 plus 2, soit 332. C'est là en fait où on peut vous piéger sur ce genre de questions. Donc n'hésitez pas à souligner, mettre sur votre brouillon la route vraie, la déclinaison magnétique, rappelez-vous, ouest négatif, est positif. Et ensuite posez votre calcul. Question 11. Sur la branche suivante, vous devez suivre une route magnétique au 350e degré. Votre avion a une vitesse propre de 120 nœuds, le vent vient du 0,20e degré pour 20 nœuds. Pour rester sur votre route, vous devez suivre un cap magnétique de A 330, B 345, C 350, D 355. En effet, le vent va avoir une influence sur votre tenue de route. Si vous avez du vent en face ou dans les fesses, ça ne va rien changer. Vous allez toujours avoir votre cap magnétique qui va être égal à la route magnétique. Ça ne va pas du tout avoir d'influence, mis à part sur votre vitesse sol. Par contre, quand vous avez du vent qui vient de la droite ou de la gauche, forcément, pour essayer de garder votre route, il va falloir mettre le nez un peu dans la direction du vent. Donc là, on ne va pas faire des calculs de trigonométrie, on va juste y aller vraiment avec du tâtonnement, uniquement du point de vue qualitatif et pas quantitatif. Donc là, si je résume, on a un avion qui va vers le 350e degré. Globalement, cet avion, il subit un vent qui vient du 20e degré avec 20 nœuds de vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change pas, si je modifie pas le nez de mon avion, je vais me diriger par là. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais du coup, je ne vais pas pouvoir tenir ma route. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le nez, comme je disais, dans la direction du vent, opposée au vent. Donc là, en fait, on va essayer de mettre le nez un peu plus à droite, c'est-à-dire qu'on va pas garder le 350 degrés, mais on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va être peut-être entre 300, 355 et puis 360. Alors comment on fait pour ce genre de questions? Soyons un peu judicieux et regardons ce qu'on nous propose. 330, c'est pas possible. Parce que 330, ça veut dire qu'on ne met pas le nez face au vent et que là, pour le coup, on va accentuer le phénomène. 345, c'est pareil. Même si ça ne change pas beaucoup en termes de degrés, juste 5 degrés. 350, c'est pas possible. Si on reste à 350, pareil, on va avoir l'influence du vent, qui va plutôt nous porter vers la droite. Et donc là, dans ce cas-là, on va choisir ici la réponse D, 355 degrés. Après, il est possible, bien entendu, d'utiliser la trigonométrie pour calculer exactement le cap magnétique qu'on va utiliser. Là, globalement, ce genre de questions au BIA, on peut toujours s'en sortir en essayant de faire des petits schémas. Donc, représentez avec votre rapporteur 0, 90, 200, 180, 270. Mettez votre avion, faites-le diriger vers sa route magnétique et puis ensuite regardez d'où vient le vent et comment il peut influencer notre route. Question 12. Des nuages vous obligent à descendre à 3000 pieds QNH, le relief sur votre route est de 2700 pieds. A, vous continuez, votre altitude est suffisante pour passer.
B, vous montez dans les nuages, le temps de passer le relief en toute sécurité. C, vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 1000 pieds minimum imposée par la réglementation. Ou D, vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 500 pieds minimum imposée par la réglementation. Donc là, il faut bien faire attention, puisque les vols VFR doivent être effectués à 500 pieds ASFC. En fait, c'est-à-dire que ça doit être 500 pieds au-dessus de tout obstacle. D'accord? Donc, si on fait un petit schéma, donc nous avons notre avion ici qui est à 3000 pieds QNH. Alors 3000 pieds QNH, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3000 pieds, mais pas par rapport au sol. QNH par rapport au niveau de la mer. Donc ici, on est à 3000 pieds par rapport à la mer, que j'ai représenté avec une ligne bleue. Et on nous dit que le relief, il est à 2700 pieds. C'est-à-dire que notre relief ici, on est déjà à une altitude topologique de 2700 pieds. On nous dit que la réglementation, c'est 500 pieds au-dessus de tout obstacle. Bon, bah là, si on fait la différence, 3000 moins 2700, ça fait 300 pieds. Ça veut dire qu'on a 300 pieds uniquement. Donc on n'est pas du tout dans la réglementation. On ne va pas monter dans les nuages, puisque là, on ne sera plus du tout en mode VFR, Visual Flight Rules. Donc on va respecter, et puis on va contourner pour avoir une hauteur de survol de 500 pieds. Donc dans du vol local, c'est des choses qui peuvent arriver. Généralement, quand même, on regarde un petit peu déjà à quelle altitude est le plafond, et puis quelle est l'altitude topologique du terrain pour pouvoir déjà avoir une appréhension de ce qu'on va pouvoir subir dans le vol. Il vaut mieux anticiper plutôt que de subir ce genre de situation qui peut être un peu stressant quand on est pilote. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est VFR 500 pieds sol. D'accord? Et quand on vous donne des informations, faites bien attention. Si on vous donne l'information d'une altitude ou d'une hauteur en QNH ou en QFE. Donc j'ai pas répondu à la question, mais la réponse c'est la réponse D. Question 13. Le transpondeur qui équipe votre avion permet A d'identifier et de suivre un vol à l'aide d'un radar au sol, B d'effectuer un vol sans visibilité, C la pratique du VFR en haute altitude, D de recevoir des informations météo en vol qui s'appelle voltmètre. Alors le transpondeur, ça permet d'identifier et de suivre un vol à l'aide du radar au sol. Donc il s'agit de la réponse A. Question 14. L'augmentation d'altitude peut entraîner un risque d'hypoxie. C'est A. Une absorption d'oxygène pur en trop grande quantité entraînant des malaises. B. Un manque de pression d'oxygène absorbé entraînant des altérations de mémoire, du jugement et de l'attention. C. Un manque de sucre dans le sang entraînant des malaises. Ou D. Une baisse de tension. L'hypoxie est liée à la diminution de la quantité d'air en altitude. Donc il va s'agir d'un manque de pression d'oxygène. Donc effectivement, ça peut provoquer des altérations de mémoire, de jugement et de l'attention en vol. Donc ce qui peut être considérablement dangereux. Donc ici, la réponse à cette question est la réponse B. Question 15. En arrivant au sud de Lyon, vous constatez qu'il y a sur une route une zone notée P18. C'est une zone A dangereuse, B interdite, C réglementée ou D sans objet pour les vols VFR. P18, le P signifie prohibited en anglais, ce qui signifie interdite. Donc il s'agit de la réponse B. Question 16. Vous décidez de terminer votre nav en cheminement. C'est une méthode qui consiste à suivre A. Des repères caractéristiques au sol, B. Des chemins, C. Des indications du GPS ou D. La direction indiquée par le VOR. Il s'agit donc de suivre des repères caractéristiques au sol. Ça peut être des rivières, ça peut être des lignes de chemin de fer, des autoroutes, des routes, enfin voilà. Donc il s'agit ici de la réponse A. Alors question 17, l'une des rares questions de calcul dans ce sujet 2020.
Alors, votre aéronef vole à une vitesse de 120 nœuds. Vous êtes à 12 nautiques du terrain d'arrivée. Vous estimez votre arrivée dans A 30 minutes, B 11 minutes, C 6 minutes, D 4 minutes. Alors, déjà, il faut se rappeler de la formule vitesse égale distance divisée par temps. Donc, en manipulant cette formule, puisqu'ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une estimation de durée. Donc, T est égal à D sur V. Donc ici, notre distance, elle est en quoi? Elle est en nautique. Okay, donc, notre vitesse doit être en nœuds, ce qui est le cas. On a donc 12 divisé par 120. Donc 12 divisé par 120, sans calculatrice, bon bah 12 divisé par 12, ça fait 1. Mais on ne divise pas 12 par 12, mais on divise 12 par quelque chose d'encore plus grand, 120. Donc on va décaler d'un cran. Ça va nous donner donc ici un dixième. Et un dixième, ça fait 0,1. 0,1 quoi? Puisqu'on était en nautique et en nœud, le résultat est en heure. Vous allez me dire, bah, très bien, mais on nous donne ici uniquement des valeurs qui sont en minutes. Et donc ici, bien, il faut que vous multipliez votre heure en durée par 60. Donc c'est comme si vous divisiez 60 ici par 10, ce qui vous donne 6. On obtient donc 6 minutes. C'est-à-dire qu'on est à 6 minutes de l'arrivée du terrain. Réponse C. Question 18. À l'arrivée à Lyon-Bron, vous constatez un vent du nord de 15 nœuds, la piste étant orientée 16-34. L'atterrissage va se faire sur la piste 34, A, B, piste 16, C, sur la piste préférentielle indiquée sur la carte, ou D, sur un autre terrain. Alors déjà, il faut représenter nos points cardinaux, donc le nord, l'est, le sud, l'ouest. Ensuite, on positionne notre piste. On nous dit qu'elle est 16-34, donc ça veut dire que celle-ci, elle est dirigée vers le 160e degré environ, et celle-ci vers le 34e, le 340e degré environ. C'est environ. Si on voulait vraiment exactement l'orientation magnétique, il faudrait regarder de nouveau sur la carte VAC. Là, on va s'en affranchir, on va essayer de positionner nos pistes. Alors, est-ce que ici c'est la piste 16 ou est-ce que c'est ici, piste 34? Pareil. Bon. Piste 16, ça veut dire que la piste, quand l'avion va décoller, il va vers le 160e degré. Donc ça veut dire que ma piste 16, elle se trouve ici. Et donc, à contrario, la piste 34, c'est vraiment l'avion décolle, où il atterrit, il va vers le 340e degré. Donc ma piste 34, elle est ici. Donc si j'ai un vent du nord, le nord, il est là, de 15 nœuds. Hop, hop. Donc comme je dois atterrir et que je dois décoller face au vent, eh bien je vais utiliser la piste 34. Il s'agit ici de la réponse A. Question 19. Le vol VFR est A, un vol effectué dans les conditions de vol à vue, B, un vol effectué dans les conditions de vol aux instruments, C, un vol de type commercial, D, un vol limité autour de piste. Alors VFR signifie Visual Flight Rules. Donc ce sont des conditions de vol à vue. Dans le cas du vol aux instruments, nous serions dans un mode IFR. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Dernière question, la question 20. Sur une carte au 1/500 millième, une distance de 10 cm correspond à une distance réelle de A 50 km, B 5 km, C 15 km ou D 150 km. Donc 1/500 millième, cela signifie que 1 cm sur la carte correspond à 500 000 cm dans la réalité, c'est-à-dire 5 km. On nous dit que la distance mesurée est de 10 cm, c'est-à-dire que je vais en avoir 10 fois plus. Donc si j'ai 10 cm, je vais non pas avoir 5, mais 5 fois 10, c'est-à-dire 50 km. Donc la réponse ici, c'est la réponse